assez nombreux. On a bien fait de choisir une grande salle, a priori, pour vous accueillir aujourd'hui. Bienvenue donc à cette journée de présentation des appels du défi, des appels 2018-2020 plus précisément, du défi sociétal 6, l'Europe dans un monde en évolution, des sociétés inclusives, innovantes et réflexives. Ces appels, comme vous le savez, sont issus du programme de financement Horizon 2020 de la Commission européenne. Je suis Julien Tenedos, donc je suis le coordinateur du point de contact national qu'on appelle PCN, donc Défi 6. PCN qui a pour mission principale de diffuser l'information et de sensibiliser la communauté de recherche et d'innovation aux appels du Défi 6 et plus généralement aux appels en sciences humaines et sociales dans Horizon 2020. Alors, Horizon 2020, vous connaissez un peu, je pense, c'est un vaste programme de financement pour la recherche et le développement, puisque pour la période 2014-2020, c'est à peu près 80 milliards d'euros qui ont été dépensés et alloués pour la recherche. Et donc pour la période 2018-2020, c'est 30 milliards d'euros qui sont alloués à la recherche. Avec ce programme, l'Union européenne donc, finance de grands projets interdisciplinaires susceptibles de répondre aux grands défis économiques et sociaux portés par l'Europe et dans le monde. Ce programme a pour mission de couvrir vraiment tout l'ensemble de la chaîne de l'innovation, depuis l'idée jusqu'au marché, et a pour objectif de renforcer le soutien à la commercialisation des résultats de la recherche et à la créativité des entreprises. Ce programme s'élabore sur 3 priorités qu'on connaît relativement bien maintenant: l'excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux. La recherche, en ce qui nous concerne, en tout cas plus spécifiquement aujourd'hui en sciences humaines et sociales, est pleinement intégrée à chacun des 3 piliers d'Horizon 2020. C'est beaucoup plus vrai dans le 3e défi, dans le 3e pilier, les défis sociétaux, là où les SHS sont particulièrement appelés à contribuer, puisque ce 3e pilier, comme vous pouvez le voir par leur intitulé, traite des principaux problèmes de société qui se posent à l'Europe et au monde. Il s'agit plus précisément dans le cadre de ce 3e pilier de mettre en œuvre une approche qui soit axée sur des défis à relever, en mobilisant des ressources et des technologies qui intègrent plusieurs domaines, technologies et disciplines scientifiques. En ce qui concerne les défis sociétaux, donc les sciences humaines et sociales disposent d'un programme spécifique à travers le défi sociétal 6, donc des sociétés inclusives, innovantes ou novatrices et capables de réflexion. Ce défi donc, met l'accent sur les problèmes contemporains qui se posent à l'Europe, mais les SHS sont bien évidemment intégrés dans les autres défis, défis santé, sécurité alimentaire, énergie, transport, climat et sécurité. Donc pour résumer, vous l'aurez bien compris, les chercheurs en sciences humaines et sociales peuvent déposer des projets dans chacun des 3 piliers. Le premier pilier, notamment donc dans les bourses, ce qu'on appelle les bourses du Conseil européen de la recherche, bourses ERC ou les actions Marie Curie. Également dans le 2e pilier, primauté industrielle, à travers l'espace TIC technologies clés génériques, les CAT, et plus largement dans le 3e pilier, donc les défis sociétaux. La Commission européenne vient, alors très récemment, on est assez ajusté au calendrier de la Commission européenne, puisqu'elle vient de publier très récemment les topics du programme 2018-2020 du défi sociétal 6. C'est le 3e work programme depuis 2014, et comme pour les précédents work programmes, il a été fortement axé sur l'actualité et les besoins de l'Europe. Il s'articule donc sur 3 thématiques aujourd'hui: la pression accrue par les flux migratoires, les transformations socio-économiques et culturelles induites par la 4e révolution industrielle, et nous avons des experts qui nous en parleront très bien, que je vous présenterai tout à l'heure. Et 3e topic, les récents développements de la gouvernance européenne, nationale et mondiale, et leur impact sur l'avenir de l'Europe. On organise donc aujourd'hui cette Info Day pour vous apporter le plus d'informations possibles nécessaires en amont, car concomitamment à la publication du Work Programme et des topics, la Commission européenne a publié également le calendrier de dépôt des dossiers. Le calendrier est assez serré, en tout cas tout au moins en ce qui concerne la première vague, puisque les premières réponses attendues le sont pour le 17 mars 2018. Une seconde vague est prévue pour le mois de mars 2019 et une 3e vraisemblablement pour le mois de mars en 2020. Il nous a semblé important donc au niveau du PCN de vous informer et de vous assister le plus en amont possible pour vous permettre de constituer dès aujourd'hui vos réponses et vos équipes de recherche. Vous informer, vous assister, c'est véritablement là le rôle du PCN. Le PCN, c'est toute une équipe qui est à votre service. Nous sommes en charge, comme je vous le disais précédemment, de diffuser donc l'information, de sensibiliser la communauté de recherche aux programmes européens.
Pour la France, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui déploie, qui pilote et qui anime ce réseau, qui est chargé de développer la participation française. Donc c'est un peu l'objectif premier du PCN au programme Horizon 2020. Et je remercie donc particulièrement Martine Roussel, Olivier Marco et Corentin Lecomte pour l'aide qu'ils nous apportent à ce niveau. Ce PCN est également placé sous la tutelle de l'Alliance Athéna pour les sciences humaines et sociales. Et je remercie bien évidemment son président Jean-François Ballaudet et sa déléguée générale Françoise Thibault pour tout le soutien qu'ils nous offrent toujours jusqu'à aujourd'hui. Notre action au niveau du PCN pour 2018-2020, bien évidemment dans l'objectif d'améliorer la participation française et le taux de succès également français au programme Horizon 2020, se décline concrètement en 4 objectifs. Bien évidemment, vous informer, vous conseiller et vous orienter dans ce programme de financement. Mais on est également là pour vous accompagner de manière plus efficace. Et pour ce faire, on essaie de collaborer encore plus avec les cellules Europe qui connaissent au mieux les communautés de recherche sur le terrain. Et on s'appuie donc de plus en plus sur leur expertise. Nous nous impliquons également de plus en plus auprès de la Commission européenne et de toutes les institutions œuvrant au niveau européen en sciences humaines et sociales. Et ça implique de manière assez concrète pour nous de participer au consortium Net for Society et d'essayer de travailler encore plus en cheville avec eux. Le consortium Net for Society est un consortium qui réunit les PCN SHS en Europe et qui a pour mission de favoriser tout ce qui est brokerage event, les opérations de réseautage, de diffusion des informations et à l'intégration également. Elle veille aussi à l'intégration des SHS dans les autres défis. Et enfin, quatrième objectif que nous poursuivons, donc, c'est d'être encore plus présent auprès de toutes les institutions françaises pour les accompagner vers l'Europe, comme il est de coutume de le dire, et les faire participer aux réflexions en cours sur les SHS dans le programme Horizon 2020 et, comme nous le verrons à la fin de la journée, après. Pour mettre en œuvre ce plan d'action, le PCN peut évidemment compter sur une équipe constituée en fonction de leurs compétences en projet européen et leur connaissance des programmes de financement nationaux, européens et internationaux. Alors je remercie aussi bien l'équipe du PCN que les institutions qui les portent, parce qu'il est important aussi de comprendre que c'est du temps donné par ces institutions pour aider la communauté de recherche, pour vous accompagner justement dans la compréhension de ces programmes européens. Pour la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, donc on a Sylvie Gangloff, qui est là, que vous pourrez rencontrer tout au long de cette journée. Alexandra Dupéret également, qui est là-bas, voilà, pour la Maison des Sciences de l'Homme. Il y a également Florent Goiffon de l'Université de Montpellier et Géraldine Léonard qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais tous deux pour la CPU. Il y a également Laure Barbeau, je cherche un peu, qui est à côté de Florent, voilà. Laure Barbeau et Philippe Blanc qui n'est pas très loin, et également Carlos de Oliveira qui n'est pas là aujourd'hui, qui est là aujourd'hui, formidable, bonjour Carlos. Donc tous trois pour le CNRS. Il y a également Bernard Ludwig pour l'Agence nationale de la recherche et Christiane Abellé ainsi que moi-même pour le réseau français des instituts d'études avancées. Ils sont évidemment présents tous toute la journée, donc vous pouvez les interpeller pour leur demander conseil et discuter avec eux sans aucun problème. Je remercie également Basudeb Chaudhuri et Raffaella Greco Tonegouti, qui sont nos deux experts de la Commission européenne. Je cherche Raphaël des yeux, mais voilà, merci. Qui sont nos deux experts de la Commission européenne et qui vont nous apporter toute leur expertise pour lire les appels à Jean 20. Et j'en profite également pour remercier l'Abulac, Marie-Lise Tsagouria, sa directrice, et toute l'équipe de l'Abulac qui nous accueille aujourd'hui, qui nous a permis de poursuivre, de vous faire bénéficier des analyses de Basudeb et de Raffaella. La journée sera filmée et je vous remercie finalement d'accueillir également Emmanuel Korn, notre photographe, qui sera là, qui prend des photos pour archives et puis qu'on puisse après un peu communiquer dessus. Donc ne prenez pas mal le fait qu'elle vous prenne en photo, elle a été missionnée pour. Je ne peux pas non plus faire l'impasse sur un petit mot peut-être pour la journée pour un collaborateur qui nous a été proche, Philippe Kérodren, qui nous a quittés récemment en septembre d'une manière assez rapide, qui était véritablement un interlocuteur assez précieux au sein de la Commission européenne et dont nous regrettons donc aujourd'hui la disparition.
Alors, pour commencer donc cette journée, qui va se dérouler comme suit, vous avez le programme juste derrière moi. On va accueillir dans un premier temps Martine Roussel et Nicolas Dromel. Martine Roussel, qui est chef du département de l'accompagnement des opérateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche pour la mission Europe et internationale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à ce titre coordinatrice nationale pour les PCN. Et Nicolas Dromel, lui, est adjoint au directeur scientifique pour les sciences humaines et sociales pour la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Il est également représentant au comité de programme pour le défi 6. Ils interviennent donc tous deux pour nous présenter les enjeux et les objectifs du programme Horizon 2020, établir un bilan de la participation française et dessiner les perspectives pour la SHS. Je vous remercie de les accueillir. Non, j'ai pas de pointeur, Martine. Tu veux que je... Ouais. Tu vas te mettre à ma place. Voilà. Donc, bonjour à tous, c'est impressionnant, un amphi comme ça aussi rempli. Merci à Julien pour cette introduction et surtout pour l'organisation de cette manifestation avec ton équipe du consortium PCN. Donc moi je suis là pour parler un petit peu chiffres, enjeux de participation et aussi pour revenir peut-être un peu plus en détail sur le dispositif d'accompagnement national tel qu'il existe pour accompagner la participation française à Horizon 2020. Un premier mot pour... alors ça devient un peu tarte à la crème cette présentation, mais pour se donner une représentation de ce que est Horizon 2020 en termes de financement annuel pour les projets de recherche et d'innovation, donc on parle de financement bien sûr non récurrent. En moyenne annuelle depuis 2014 et son lancement, Horizon 2020 c'est 851 millions d'euros pour les équipes françaises. Donc c'est considérablement plus que les budgets proposés par certains financements nationaux, c'est une masse très importante pour irriguer nos équipes. Les chiffres encore, les chiffres clés, j'aurais pu alléger la présentation, mais c'est aussi pour donner une idée de ce qu'est ce programme en termes de volume. Depuis son lancement en 2014, 136 000 propositions de projets ont été faites, 25 000 contenaient une participation française, 15 000 ont été financées, un peu plus, 7 500 participations françaises financées. Tout ça, ça fait un taux de succès moyen pour le programme européen de 11,3%. Alors ça paraît peu, et d'autant plus qu'on sait que certains programmes sont vraiment victimes de leur succès. On est là aujourd'hui pour parler SHS, mais vous êtes aussi peut-être intéressé par d'autres types de réseaux, notamment les réseaux de formation Marie Curie, où la pression est très grande. Motif de satisfaction, cependant, déjà, d'une part, le sujet est à l'étude très sérieusement par les équipes de la commission qui préparent le FP9 pour réfléchir effectivement à la manière d'aborder cette sursouscription. Et aussi, autre motif de satisfaction, c'est que dans ce contexte, malgré tout, la France a un taux de succès qui est largement supérieur à la moyenne. Donc c'est quelque chose dont il faut se réjouir. Il est en moyenne de 14%. Et nos équipes ont obtenu 3 milliards d'euros depuis le lancement d'H20. Elles en ont obtenu 3 milliards d'euros, mais elles en demandaient finalement relativement moins que d'autres équipes. En tout cas, les équipes françaises n'ont produit une demande que de 8,4% de l'ensemble des financements, ce qui n'est peut-être pas forcément extrêmement important par rapport à l'état à nos forces de recherche. Voilà pour ce passage très rapide des chiffres. La conséquence, c'est que positionnement, vous avez peut-être déjà entendu ça, le positionnement de la France dans le programme Horizon 2020, pas forcément à la hauteur de nos capacités de recherche. Alors, on parle souvent de chiffres, on parle taux de retour, on dit que la France abonde à 16% du budget européen et sur H20 n'en obtient que 10,5%, qui malgré tout représente 3 milliards d'euros. Mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut aussi regarder quelle est la part de la France dans l'investissement en recherche et lieu de l'Europe, quelle est la part de la France en termes de personnel, de TP, recherche et innovation. Elle est plutôt de 14,8%. Donc vous voyez un petit peu ce type de ratios qui nous font dire que peut-être les résultats ne sont pas tout à fait suffisants à l'heure actuelle. Comme je fais la balance entre le positif et le négatif, reconnaître tout de même qu'il y a une relative stabilisation de cette participation depuis quelques années, après un creux pendant le FP7,
probablement dû à des effets d'éviction entre programmes européens et investissements d'avenir, avec de grands appels d'air sur les investissements d'avenir qui peut-être avaient dérouté nos équipes vers les financements nationaux. Aujourd'hui, on est à une stabilisation de notre participation à 10,5%. Participation des équipes, alors la Grande-Bretagne qui est un grand gagnant, vous le voyez sur les chiffres, hein, c'est la ligne qui descend, pâtit déjà du Brexit, retrait des équipes. L'Allemagne finalement est aussi sur une pente descendante et on a effectivement des pays comme l'Espagne et les Pays-Bas qui tirent leur baron du feu. Ça, c'est une présentation très générique. Je vais présenter maintenant la participation française dans le déficit SIS+, plus spécifiquement. Avec à chaque ligne, alors vous avez 3 tableaux ici, un tableau sur la participation dans les projets, un tableau sur les subventions obtenues et un tableau sur les coordinations de projets, avec à chaque fois ce que ça représente pour le déficit et ce que ça représente en total à juin 20. Je ne vais pas forcément dire les chiffres pour à juin 20 puisque je viens de les citer. Pour le déficit, en termes de participation, on a 72 participants dans les projets financés depuis le début du programme. Ça représente environ 4,6% de l'ensemble des participants au programme du déficit, ce qui n'est pas forcément hyper satisfaisant. En termes de subventions obtenues, c'est un peu mieux, 5,1%. Et la France coordonne 10 projets du déficit, ce qui représente 4,3% des projets coordonnés. C'est des chiffres qui ils ont peut-être déjà évolué depuis les dernières extractions, donc voilà, si vous constatez des chiffres différents, ne m'en veuillez pas. En termes de collaboration internationale, probablement vous ne voyez pas très bien, mais je laisserai les slides. Si on regarde la participation dans les projets, c'est le Royaume-Uni qui arrive au premier rang des participants à ce programme, suivi de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Belgique, de la Grèce et de la France. 7e position. En termes de subventions attribuées, c'est à peu près pareil. En termes de coordination, la France arrive au 8e rang. Alors, ça paraît très négatif de faire cette présentation, mais on n'est pas là pour dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. On est là pour dire, en fait, on a la dernière tranche d'Horizon 20 qui est ouverte. On a 3 années devant nous. On parle beaucoup du FP9, mais c'est important de voir on est presque à mi-parcours d'Agent 20. On a beaucoup d'appels à propositions, beaucoup de financements disponibles, beaucoup de nouveaux appels à propositions, et je pense que Nicolas va mettre l'accent sur ça, qui vont arriver et qui sont vraiment des opportunités à saisir, et je pense que c'est chouette d'y aller maintenant, parce qu'au niveau national, effectivement, sur ce PCA des SHS, sur l'accompagnement, il y a une restructuration importante, des efforts importants, et la journée d'aujourd'hui en témoigne, et donc il y a un beau défi à relever pour tous, pour remonter cette participation. Si vous êtes fanat des chiffres, nous on a tout ce qu'il faut. Sur le site du ministère, horizon2020.gouv.fr, et puis en accès non, c'est pas sécurisé, puisque maintenant tout est en open data, donc il faut que je revoie mes slides. Ça s'appelle Data ESR, et c'est tous les chiffres de la participation française. L'accompagnement à la communauté. Donc la vision du MESRI sur ceci, elle est double en fait. Accompagner la communauté, c'est influencer les programmes de travail en amont, et puis donc, influencer programme par programme, et puis influencer la préparation des grandes échéances à venir. Et vous allez voir que nous allons sortir tout prochainement notre position française sur le FP9, mais il y a aussi le travail qui est fait programme par programme, et dont Nicolas est le témoin ici. L'autre partie, l'autre volet de l'accompagnement, c'est l'accompagnement des équipes. Alors, nous le concevons à travers différents types d'actions. Une d'entre elles est l'accompagnement aux appels à propositions. Chez nous, ça repose sur 3 types d'acteurs. Le représentant au comité de programme, dont la fonction est de préparer les positions françaises qui sont défendues à Bruxelles dans la perspective de la constitution des programmes de travail. Donc, on appelle ça le RCP. Nicolas, le RCP pour le déficit. Il présentera plus en détail son activité. L'idée, ce n'est pas de faire une position hors sol dépendante du ministère uniquement, c'est de préparer cette position en lien étroit avec cette communauté scientifique. Et donc, on demande à chacun des RCP de constituer un groupe de travail. C'est le GTN, le groupe thématique national. Je crois qu'il en sera encore question dans quelques minutes. C'est si vous avez des intérêts dans ce programme, si vous voulez voir vos intérêts représenter l'avenir, c'est important de participer à ce type de groupe. Et puis, le pendant en fait, de tout ça, il est présent bien ici, c'est le point de contact national, dont l'action est aval. Le point de contact national est là pour promouvoir les appels.
Je passe un petit peu vite parce que je suis déjà un petit peu avancée dans la présentation. Le point de contact national, il est là pour informer et sensibiliser les équipes sur les appels à propositions, répondre aux questions des porte-projets, diffuser l'information. Donc il y a cette journée aujourd'hui, mais il y a un tas de journées qui ont lieu sur le terrain. Assister, conseiller dans une certaine mesure. C'est une question d'adéquation entre les moyens disponibles au niveau PCN et puis l'importance de la communauté. Le PCN ne peut pas décemment traiter tous les projets qui sont en cours de montage, les analyser, les conseiller, c'est pas possible, c'est une question de volume. Et bien souvent, vous trouverez du support en proximité immédiate. J'ai vu dans la pochette, c'est très bien fait. Pour ceux qui sont dans les équipes CNRS, il y a un détail en fait de tout l'accompagnement. Donc voilà, il y a des choses qui vont relever du PCN et puis il y a des choses qui vont relever de votre entourage support immédiat et que je vous invite à consulter. Alors, le PCN aussi fait état de son activité ou propose aussi certaines informations pertinentes sur notre portail qui s'appelle horizon2020.gouv.fr que je vous invite à regarder. Un mot peut-être sur la partie comment participer de notre portail qui décrit avec tout un tas de fiches, les basiques de la participation au programme cadre, les règles de participation, les enjeux, etc. Regardez-le, appuyez-vous sur le PCN juridique et financier. Alors malheureusement, ma collègue Ella Bouquet devait être présente aujourd'hui pour tenir un stand. Elle a un problème personnel qui ferait qu'elle ne sera pas là aujourd'hui. Néanmoins, je tenais à l'excuser, à vous dire que toute l'information sur les règles de participation est sur ce portail, que si elle n'est pas là aujourd'hui, un module particulier, règles de participation, aspects juridiques et financiers, est proposé le 28 novembre au ministère par ce même PCN. Donc je vous invite, les informations sont sur le site si vous souhaitez, si vous mettez le pied à l'étrier des projets H2020, ça peut être bien d'y aller, allez-y. Et de manière générale, Ella Bouquet, donc ma collègue, et ses collègues du PCN juridique et financier sont aussi à votre disposition pour toute question. En général, ils interviennent surtout sur les cas un peu complexes, parce que le PCN a les réponses immédiates sur toutes les questions de manière générale, mais vous pouvez le consulter. Je suis allée beaucoup trop vite en fait sur la partie RCP GTN, et donc si je n'y reviens pas, je vais mal introduire mon collègue, donc je vais y revenir. La représentation française dans les comités de programme à Bruxelles, elle est portée par le MESRI et par un collègue de manière générale, je parle de manière générale, par un collègue des ministères techniques concernés par les programmes en question. Donc ça c'est un binôme. Les GTN sont là effectivement pour préparer les positions que défendront nos représentants de comité de programme, mais aussi produire un travail d'analyse sur la participation française, sur ce qui va, ce qui ne va pas, enfin, une réflexion de fond sur cette participation française au programme européen. Les GTN sont constitués de tous les représentants de la communauté. Alors ici, c'est une formulation générique qui pourrait s'appliquer à tout type de GTN. Il faut l'appliquer à chaque programme. On a des représentants des alliances, des organismes, de la CPU, le cas échéant des syndicats professionnels. Je ne sais pas, on pourrait imaginer dans le domaine SHS des associations, enfin que sais-je, je ne connais pas bien suffisamment le domaine et c'est à vous de le définir. Et en tout cas, c'est un lieu vraiment important, une sorte de think tank en fait sur la participation et sur le regard de la France sur le programme en question. Voilà, je crois que j'ai grosso modo passé en revue tout le dispositif d'accompagnement. J'insiste aussi effectivement sur l'existence d'accompagnement de proximité. De plus en plus, les régions avec un R très générique s'organisent, les acteurs en région, pour renforcer le support des équipes. Le mieux est de se renseigner auprès de vos cellules support qui vous guideront. Il existe aussi, et ce sera mon dernier mot, un outil d'aide à montage de réseau européen qui est proposé par l'ANR. Alors ça, c'est très important, ça s'appelle MRSEI. On l'a mis en place avec l'ANR depuis quelques années. Il était demandé par la communauté. Il commence à produire des résultats. C'est une aide qui intervient dans les phases de montage de consortium. Donc avant le dépôt, on a besoin de rencontrer ses partenaires, on a besoin de dialoguer avec eux pour monter le projet le plus pertinent qui aura le plus de chances d'obtenir un financement. L'appel à projet a été lancé il y a quelques jours par l'ANR. Il est possible
de candidater pour obtenir un financement à hauteur de 30 000 € pour une durée de 18 mois qui vous permettra de déposer, alors là ce sera plutôt pour les appels 2019-2020, mais il y a des spécialistes dans la salle, donc je laisserai intervenir plus tard si besoin. N'hésitez pas à candidater, le dispositif de candidature est relativement fait pour vous simplifier la vie, et c'est un outil qui est très, très précieux et qui commence à produire des résultats parce qu'on a des projets qui ont bénéficié d'un MRSUI et qui maintenant ont eu un financement européen. Pour plus d'informations de manière générique, horizon2020.gouv.fr, et n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées sont ici. Je laisse la parole à nous. Ah ouais, parfait. Moi, je ne maîtrise pas celui-là, donc je te laisse. Tu veux que je te... Ouais. Merci Martine. Bonjour à toutes et tous. Je suis Nicolas Dromel, chercheur au CNRS, directeur scientifique adjoint au secteur des sciences humaines et sociales à la Direction générale de la recherche et de l'innovation, au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Et parmi mes responsabilités, je suis depuis l'été 2017 représentant au comité de programme du défi 6 Horizon 2020. Je voudrais commencer en remerciant très chaleureusement Julien Tenedos, les membres du point de contact national et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée d'information qui est une excellente initiative et dont nous mesurons déjà le succès par le nombre important de participants. Et évidemment, je souhaiterais aussi dire que nous avons une pensée aujourd'hui toute particulière pour notre regretté collègue Philippe Kérodren de la Commission européenne. Alors, ce tableau a déjà été montré par Julien, mais je pense qu'il est utile de le montrer une nouvelle fois pour cibler un petit peu quel est l'objet de nos discussions. Donc le programme cadre Horizon 2020 est composé dans sa structure de piliers fondamentaux que sont l'excellence scientifique, la primauté industrielle, les défis sociétaux, et de piliers transversaux, la diffusion de l'excellence et l'élargissement de la participation, Sciences pour et avec la société, l'Institut européen d'innovation et technologie, le Centre commun de recherche Joint Research Center. Donc, nous allons plus particulièrement parler aujourd'hui dans le bloc défis sociétaux du défi 6, société inclusive et novatrice, capable de réflexion. Donc chaque pilier est composé de plusieurs programmes, comme vous pouvez le voir. À chaque programme correspond un programme de travail qui définit les thèmes de recherche qui seront subventionnés par la Commission. Donc il y a en tout 14 comités de programme, et le comité de programme qui correspond au défi des sociétés inclusives, c'est le comité de programme numéro 13. Donc Martine a déjà montré ce diagramme relatif au dispositif national d'accompagnement. Donc moi je me situe au niveau donc, de la représentation au comité de programme. J'interagis de façon étroite avec le PCN et donc le GTN est en cours de réactivation. Pour le défi 6, la situation était un petit peu particulière l'année dernière, puisque Isabella Eiselt, qui était l'ancienne représentante au comité de programme, qui coordonnait le GTN, n'a malheureusement pas pu être remplacée rapidement après son départ du ministère à l'automne 2016. Il y a également eu une transition de coordination au niveau du PCN, qui est maintenant coordonné par Julien. Donc Julien et moi-même sommes arrivés quasiment en même temps dans le dispositif à l'été 2007. Et je suis ravi de cette collaboration. Et un de nos objectifs actuels est de réactiver le GTN dans le délai le plus bref possible. Donc le défi sociétal 6, société inclusive, est un défi intensif en sciences humaines et sociales. Comme l'a remarqué tout à l'heure Julien, il y a des SHS dans un très grand nombre d'objets du programme cadre.
Mais le défi 6 est vraiment intensif en sciences humaines et sociales. Ce défi vise à promouvoir une meilleure compréhension de l'Europe et de ses sociétés par l'étude des ressorts de leurs évolutions, mais aussi analyser les processus d'innovation, les dynamiques d'intégration ou plus généralement l'adaptation aux évolutions mondiales et aux crises internationales. Donc en fait, le comité de programme, pour revenir un petit peu sur cet objet, il est constitué d'une délégation de membres de la Commission européenne. Il est actuellement présidé par M. Jean-David Malo de la Commission européenne. Et parmi ses missions, le comité de programme est notamment responsable de la discussion et l'approbation d'un programme de travail qui est biannuel. Le programme de travail est le document qui précise le contenu des appels à propositions, qui précise leurs échéances, les régimes de financement à utiliser et les critères d'évaluation et de sélection à utiliser. Le comité de programme est aussi responsable de l'approbation de la liste des projets retenus par les évaluateurs et par ce biais, les États membres peuvent contrôler et valider l'utilisation des fonds de l'Union européenne. Le défi 6, société inclusive, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, c'est le budget le plus faible parmi les défis sociétaux. Et ce qui n'aide pas les choses, c'est que ce budget est aussi grevé, par exemple, par l'outil COST, European Cooperation in Science and Technology, dont une partie importante est financée sur l'enveloppe du défi 6. Le Work Programme, le programme de travail, c'est en lui-même une co-construction européenne. Donc pour le rédiger, la Commission s'appuie premièrement sur des consultations, par exemple auprès de groupes d'experts qu'on appelle les Expert Advisory Groups, qui représentent les communautés de recherche, mais pas seulement, aussi par exemple les industries, la société civile. Le programme de travail est rédigé en prenant aussi en compte les positions défendues, notamment par les représentants nationaux au comité de programme. Il prend en compte aussi les intérêts de plusieurs directions de la Commission européenne. Alors sur la première partie du programme cadre, donc de 2014 jusqu'à 2017, le programme de travail, ou les deux programmes de travail biannuels, se sont focalisés sur un ensemble de points très importants, non seulement du point de vue scientifique, mais aussi du point de vue de leur pertinence socio-économique. Donc nous avons eu un appel sur les nouvelles idées, les nouvelles stratégies, les nouvelles structures de gouvernance pour surmonter la crise économique, atténuer ses effets. C'était le call Euro. Nous avons eu un call sur la lutte contre les inégalités, la promotion de l'équité sociale. C'était le call Rêve inéqual. Nous avons eu un call sur la prise en compte des nouvelles générations dans une Europe que l'on souhaite plus innovante, plus inclusive, plus orientée vers des choix soutenables. C'était le call Young. Deux calls sur les nouvelles formes d'innovation et les sources de croissance, qui correspondaient au call INSO et co-création. Deux calls très intéressants avec une composante forte en humanité sur l'héritage culturel et les identités européennes. Il s'agissait des calls Réflective et Cult Coop. Et enfin, un call sur le renforcement de la capacité des institutions de l'Union européenne en général, pour développer et améliorer son action et ses coopérations internationales. Il s'agissait des calls INT et Globally. Donc ces calls, bien sûr, ont été complémentés par des activités concernant le soutien à l'Union de l'innovation, à l'espace européen de la recherche, à la stratégie de coopération internationale en recherche et innovation. Les priorités de recherche et d'innovation pour 18-20 viennent compléter les thématiques qui ont fait l'objet des précédents programmes, 14-15 et 16-17. On sait bien que la pression qui est liée à l'accroissement des flux migratoires, les transformations socio-économiques et culturelles liées aux nouvelles formes d'interaction entre les hommes et les machines dans le contexte de la 4e révolution industrielle, les nouveaux développements dans les gouvernances nationales et européennes peuvent
tout significativement impacter le futur de l'Europe sur de nombreux aspects, et en même temps, et de façon liée à ces développements, alors même que les craintes et les attentes des citoyens augmentent, leur confiance dans les institutions publiques et dans leur capacité à faire face à ces défis s'effrite. Donc en rapport avec ces défis, les priorités en termes de recherche et innovation du défi 6 dans le programme de travail 18-20 sont focalisées autour de 3 thèmes majeurs: migration, transformation culturelle et socio-économique dans le contexte de la 4e révolution industrielle et gouvernance pour le futur. Le but de ce programme de travail, il est clair: fournir des éléments scientifiques et objectifs pour éclairer la compréhension de ces défis, proposer des options politiques, mais aussi technologiques, des solutions réalistes et applicables pour disposer de meilleurs moyens pour faire face à ces challenges qui sont tous complexes et mieux informer les citoyens. Donc le call migration qui sera développé par Raffaella Greco Tonegutti et Sylvie Gangloff, que je salue. Ce call a pour objectif de produire des recommandations basées sur des preuves pour l'orientation des politiques migratoires, d'envisager des solutions innovantes, le plus innovantes possible, pour intégrer de façon réussie les migrants dans les sociétés d'accueil européennes. Le call transformation socio-économique et culturelle, qui sera présenté par Basudeb Chaudhuri et Christiane Amélé, alors que certaines parties des 2 programmes de travail, des 2 premiers programmes de travail, insistaient sur les prolongements et les conséquences de la crise économique et sociale, le programme 18-20, à travers ce call transformation, focalise sur le futur du travail, sur les transformations technologiques, les évolutions de la productivité humaine dans l'économie de la connaissance, qui est une économie aussi digitalisée, les nouveaux modèles d'apprentissage et de formation nécessaires, et les mutations du système économique comme l'économie collaborative, la spécialisation intelligente et les innovations disruptives. Le 3e call, gouvernance pour le futur, aussi présenté par Raffaella et Florent Goiffon, vise à augmenter la base des connaissances sur les problématiques contemporaines de gouvernance et de démocratie. Donc il s'intéresse par exemple à des sujets clés comme les droits sociaux en Europe, la confiance, la citoyenneté, les politiques de sécurité et de défense, la démocratie digitale et aussi, de façon très intéressante, les problématiques de populisme et les problématiques, par ailleurs, de radicalisation. Donc ces calls et ces topics du déficit sont clairement alignés avec de nombreuses préoccupations politiques, non seulement en France mais dans de très nombreux pays, sur les migrations, l'emploi, l'innovation, l'investissement, la croissance, la justice, les droits fondamentaux, l'économie digitale, la société digitale, le rôle et l'efficacité de l'Union comme un acteur global, la lutte contre la pauvreté, le rôle de la jeunesse et les enjeux auxquels elle fait face. Et tous ces enjeux sont clairement alignés avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc le programme 18-20, on voit bien qu'il encourage les approches pluri- et interdisciplinaires. Ce qui est d'autant plus important que certaines thématiques, comme par exemple le cas des migrations, requièrent des analyses de type holistique. On voit que ce programme aussi insiste sur les perspectives internationales, car sur de nombreuses questions, les dimensions internationales, y compris avec les pays hors de l'Union, sont importantes. Et on observe un focus aussi important et intéressant dans ce programme sur l'éthique, dont parlera plus précisément Basudeb en fin de matinée. Et sous le vocable « Other Actions », il y a des activités qui visent à soutenir le développement de la base des connaissances pour les politiques de recherche et d'innovation. Donc l'objectif évident dans cette queue du programme H2020, c'est de décrocher davantage de financement du défi sociétal 6 pour la France. Donc à cette fin, 2 sous-objectifs: augmenter la participation française, le taux de réponse au call, et perfectionner les réponses au call, en essayant de satisfaire le plus efficacement possible aux attentes des jurys, des évaluateurs. Donc pour atteindre ces objectifs, le rôle du PCN est central et fondamental. Et je remercie une nouvelle fois le PCN pour son implication importante dans ces enjeux importants. Donc informer et sensibiliser est un objectif important. Une bonne communication sur les aspects scientifiques, mais pas que, les aspects stratégiques, les aspects techniques des appels en cours
est importante. Cette Info Day est très concrètement parfaitement alignée avec cet objectif. Et donc le PCN a une stratégie de communication qui est par exemple déclinée sur la consolidation d'une base de données pour contacter les chercheurs, sur la présence sur les réseaux sociaux, sur l'édition du newsletter, des mises à jour régulières du site horizon2020.gouv.fr. Et il y a aussi l'importance du conseil, de l'orientation, de l'assistance et de l'accompagnement pour les chercheurs intéressés par l'école, en collaboration étroite avec les cellules Europe de notre réseau. La stratégie à cette fin est de renforcer 3 éléments. Renforcer les liens avec les cellules Europe, donc développer des contacts approfondis avec les cellules Europe des communes, des institutions, des organismes de recherche et des régions, parce qu'ils connaissent le terrain, les acteurs, et ils pourront aider le PCN à mieux identifier les besoins réels des communautés et les acteurs des candidatures. Renforcer la présence à Bruxelles et en Europe, aller à Bruxelles pour rencontrer les différents acteurs, les membres de la commission, les collègues de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, les acteurs du réseau des PCN Net for Society dont a parlé Julien, mais également à ce qu'on appelle le CLORA, qui est le club des organismes de recherche associés, qui regroupe un grand nombre d'organismes et de recherche publique et des universités françaises, et qui facilite l'action des acteurs de la recherche publique française auprès des institutions de l'Union européenne dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la formation. Renforcement, enfin, des liens institutionnels du PCN, notamment avec les institutions qui travaillent sur le programme cadre Horizon 2020, mais aussi le prochain, le programme cadre numéro 9, le FP9. Donc les liens avec le MESRI, donc la DGRI, la MERIES, les liens avec l'Alliance Athéna, les liens avec la CPU, les liens avec le CNRS, les liens avec l'ANR, les liens avec les autres points de contact nationaux et les liens avec les autres ministères concernés par les appels 2018-2020. Donc dans le futur proche, d'ici 2020, comme je vous le disais, nous travaillons à la réactivation du groupe thématique national français pour le défi 6 avec un objectif d'avoir une première réunion au démarrage de l'année 2018. Donc quelque chose sur lequel je voudrais juste faire une précision, c'est que les parties du programme de travail qui concernent 2019 et 2020 sont présentes dans le programme de travail 18-20, mais elles sont présentées à titre indicatif, elles feront l'objet de décisions formelles en 2018 et en 2019. Donc la Commission européenne et les États membres ont depuis plusieurs mois déjà entamé des réflexions stratégiques sur le 9e programme cadre d'innovation, le FP9, qui prendra le relais après 2020. Et donc il y aura une discussion intéressante à ce sujet à la fin de cette Info Day avec Jacques Dubux du ministère et Olivier Bouin et je crois Laure Barbeau aussi. Et le comité de programme du défi 6, Horizon 2020, il est dans le programme Horizon 2020, il n'a pas vocation à prendre des décisions concernant le prochain programme cadre, que ce soit sur sa structure ou sur ses thématiques. Mais cela dit, les acteurs du comité de programme du déficit, dont les membres de la commission qui y participent, les représentants nationaux, les délégués, sont impliqués, chacun à leur niveau respectif, dans leur pays, dans la préparation du FP9. Et ils peuvent échanger des informations utiles lors des réunions du comité de programme, utiles pour la stratégie nationale. Voilà, donc c'est un petit peu le panorama des choses que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup Martine et Nicolas, merci pour cette première introduction en tout cas. On va accueillir à présent, alors juste avant d'accueillir, pardon Nathalie, je tiens à dire aux gens qui sont assis dans les escaliers que vous avez encore des places si vous voulez, donc, sauf si c'est une stratégie pour fuir rapidement, mais sinon vous pouvez vous asseoir, c'est très confortable et ça marche très bien. Donc on va à présent accueillir Nathalie Grénan, je suis assez ravi de l'accueillir parce qu'elle va nous... Elle dirige le programme de recherche transversale sur changement organisationnel, travail et emploi du Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM.
Nathalie est également détachée du CNRS et membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action. Docteur en économie de l'école des hautes études en sciences sociales, elle est également titulaire d'une habilitation à diriger des recherches de l'Université de Paris-Est, et elle travaille principalement sur les changements au sein des organisations, leur performance économique et leurs effets pour les salariés et sur le marché du travail. J'ai tenu à inviter Nathalie parce qu'elle a un parcours véritablement européen qui est très intéressant parce qu'elle a commencé à... Enfin, elle va vous expliquer son parcours, mais je trouve qu'en début de journée, pour des appels sur le défi 6, en tout cas, ça donne envie de participer un petit peu plus à ce programme. Donc, je lui laisse la parole et je vais lui mettre un chevalet et la présentation également. Alors, je vais avoir besoin d'un peu de soutien, en fait. Nous sommes là pour ça. Pour sortir de ça. Mais oui. Voilà. Et voilà. Lire à partir du début. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Ok. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je remercie le PCN de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Voilà, moi, le point de vue que je vais développer, c'est un peu le point de vue de l'utilisateur, enfin, du chercheur, qui est face au montage de ce type de projet. Voilà, et donc ce que je voulais faire, c'était vous présenter un peu le parcours de recherche européenne que j'ai pu réaliser sur les 10 dernières années, donc sur une thématique particulière qui est celle des transformations du monde du travail. Voilà, pour vous donner une idée concrète de comment les choses peuvent se dérouler. Alors, au démarrage, pour moi, les choses se sont faites un peu au hasard. Je ne suis pas venue dans une réunion du PCN pour en connaître un peu plus sur les ressources possibles, disponibles pour monter un projet européen. J'ai été en fait contactée, ça a démarré par un coup de téléphone, j'ai été contactée par une collège belge qui cherchait désespérément un partenaire français pour un projet. Donc elle m'a présentée et avec l'équipe dont j'étais responsable au Centre d'études de l'emploi, on a décidé d'y aller. Et ce projet a été retenu voilà, à l'appel à projet on avait soumis. Donc ce premier projet s'appelait WORKS, pour Work Organization and Restructuring in the Knowledge Society. C'était un projet intégré du FP6. Alors un grand projet puisqu'il y avait 17 partenaires dans 13 pays où on a travaillé sur les évolutions du travail et des emplois dans les chaînes de valeur globalisées en analysant 5 fonctions particulières dans 4 secteurs, en travaillant au sein d'un consortium à dominante sociologique, mais avec aussi des sciences politiques et de l'économie. Moi, ma formation est principalement économique, mais au Centre d'études de l'emploi, je développais un programme de recherche plutôt interdisciplinaire, associant à la fois des économistes, des sociologues, et puis plus marginalement des gestionnaires et des historiens. Donc, dans ce premier travail, on a fait des monographies d'organisations et de groupes professionnels qu'on a articulées à des travaux quantitatifs parce qu'on avait une responsabilité particulière sur le pilier quantitatif du projet. Donc ça, c'était le premier projet, donc, qui était de 2005 à 2009. Pendant cette période, on a en fait monté avec l'équipe, hein, parce que ce travail-là ne se fait pas tout seul, c'est un travail d'équipe, bien évidemment. On a monté avec l'équipe un deuxième projet que je vais vous présenter rapidement. Et alors là, c'est un projet dont j'ai pris le leadership. Donc là, dans le premier projet, j'étais partenaire. Dans ce projet-là, j'ai eu un rôle de coordinateur. Ce second projet s'appelait le projet MEDO, pour Measuring the Dynamics of Organizations and Work. Donc c'était un autre instrument, ce n'était pas un projet intégré comme le premier projet, mais une action de coordination. Donc il réunissait 14 partenaires dans 9 pays. Et donc dans ce projet, ce qu'on a essayé de faire, c'est réunir plusieurs réseaux et traditions de recherche et des équipes proches de la conception de données pour construire un consensus autour de recommandations pour collecter des données harmonisées au niveau européen sur les structures organisationnelles et leurs changements, leur impact économique et sociaux dans les secteurs privés et publics, au moyen d'un dispositif d'enquête couplant l'interrogation des employeurs et celle des salariés.
ce projet prenait appui sur une expérience du développement de dispositifs d'enquête couplée qui avait été réalisé dans le cadre national en collaboration avec l'INSEE et qui s'appelait le dispositif d'enquête COI pour changement organisationnel et informatisation et qui avait été développé aussi au niveau de mon unité. Alors, ce second projet, en fait, comment est-ce qu'il est arrivé là à ce moment-là ? En fait, c'était un projet qu'on avait dans les tiroirs, plus ou moins. Ça faisait un certain temps qu'on se disait que ce serait intéressant de lancer ce genre d'essayer de développer au niveau européen quelque chose qu'on avait déjà développé au niveau national. Et en fait, le premier travail dans le cadre de Works et le réseau auquel on a pu avoir accès dans le cadre de Works nous a donné envie d'y aller concrètement, en allant rechercher également d'autres équipes en Europe qu'on avait pu rencontrer à ce moment-là. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait monter ce projet en répondant à l'appel à projet. Pour MEDO, on n'avait pas tous les dispositifs qui ont été présentés tout à l'heure, mais on avait pu bénéficier d'un financement du ministère de la Recherche. C'était quelque chose qui s'appelait la MIR à l'époque, qui nous avait financé les réunions qu'on avait dû faire pour préparer le projet. Donc on avait un petit financement pour faire le montage. Et ce projet associait un ensemble également de producteurs de données. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous ces détails. Ce que je peux dire, c'est que ce projet a eu ensuite un certain nombre de retombées. Il a inspiré des enquêtes nationales au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Luxembourg, en Allemagne et à Singapour. Certains enseignements du projet ont été repris dans des enquêtes internationales, notamment une enquête de la Fondation de Dublin, une enquête de la Banque mondiale et dans l'enquête PIAC de l'OCDE. Voilà, donc à cette occasion-là, il y a une collaboration assez étroite qui s'est mise entre les équipes de chercheurs et puis des producteurs de données au niveau international. Et à l'issue du projet MEDO, on est rentré dans une discussion avec la Commission pour réfléchir à comment ce premier projet pouvait se prolonger. Donc on avait plusieurs alternatives, aller sur un projet de type Progress qui aurait été financé par la DG Emploi et qui nous permettait de financer une enquête pilote, aller sur le programme Capacité pour développer véritablement une infrastructure de recherche nouvelle qui aurait pris comme modèle le projet qu'on avait fait, ou, et c'est cette troisième solution qui a été prise finalement, alors parce qu'on y a aussi été poussé par la Commission, réfléchir à la manière dont on pouvait travailler à intégrer les infrastructures existantes, les infrastructures de recherche existantes au niveau européen pour répondre aux objectifs de ce premier projet. Et donc ça, voilà, c'est cette seconde idée vers laquelle la Commission nous a poussé en nous disant plus ou moins on n'est pas prêt à financer de nouvelles infrastructures de recherche en SHS. Si ça, c'est vraiment votre souhait, ce qu'il faut commencer à faire, c'est contribuer à intégrer celles qui existent, montrer éventuellement les limites, et puis après, il y aura peut-être la possibilité d'avancer sur un autre projet de type infrastructure nouvelle, mais ça, c'est le chemin à suivre. Donc, on a suivi ce chemin-là. Et donc là, on est passé sur le FP7 à un nouveau projet que je n'ai pas coordonné, mais qui a été coordonné par l'Université de Louvain et qui s'est terminé en 2016, qui s'appelle INGRID pour Inclusive Growth Research Infrastructures Diffusion, où on a deux piliers principaux. Donc là, on avait mis ensemble déjà un ensemble d'équipes sur des thématiques qui étaient plutôt autour de emploi, conditions de travail. Dans INGRID, ce qu'on nous a demandé, c'est de mettre ensemble les enjeux emploi, conditions de travail, dont on était porteurs, nous, avec des enjeux pauvreté, conditions de vie. Et donc ça, c'est les deux piliers du projet INGRID, avec l'ambition globale d'intégrer les infrastructures de recherche qui abordent ces deux enjeux pour réfléchir à voilà, quelles données, c'est principalement des infrastructures de données, nous permettent finalement d'aborder au niveau européen les enjeux de la croissance inclusive. Donc dans INGRID, on a un certain nombre d'activités, des activités de recherche, des activités de mise à disposition d'expertise à des jeunes chercheurs qui veulent développer des projets,
des activités d'échange mutuel de savoir, donc des écoles d'été, des ateliers d'experts. On a toutes ces activités qui se développent en parallèle à l'intérieur d'Ingrid. Donc Ingrid s'est terminée en 2006, mais à l'issue, alors sur ce type de projet infrastructure, à partir du moment où les choses fonctionnent, disons qu'il y a un effet boule de neige. Quand on construit une infrastructure, ce n'est pas en 4 ans, hein, surtout à un niveau européen. Donc là, à l'issue de Ingrid, la Commission nous a dit, bon, maintenant vous pouvez passer à l'étape 2 de ce type de projet pour développer une communauté de recherche avancée. Et donc, du coup, on a fait un nouvel réponse à appel à projet, donc cette fois-ci sur le 8e programme cadre, donc qui s'appelle Ingrid 2, et ce projet a aussi réussi finalement, et donc il a démarré en 2017 et il va se suivre jusqu'en 2021, et où on poursuit dans ce travail l'intégration des infrastructures de recherche autour d'une communauté avancée avec 3 activités principales. Un travail où on réfléchit à comment intégrer les données qui existent, maintenant qu'on les connaît de mieux en mieux. Un travail où on essaie de construire des outils pour faciliter la réflexion autour de l'évaluation des politiques dans ces domaines de la croissance inclusive. Et une activité où on réfléchit à comment on peut construire des indicateurs qui peuvent alimenter la réflexion des acteurs sociaux et des décideurs au niveau européen. Ça, c'est les 3 types d'activités qu'on développe en parallèle. Alors, je vais m'arrêter là pour la présentation de ce parcours. En fait, on a été sur des projets qui ont couvert tous les différents programmes en se succédant. Évidemment, ce n'était pas une feuille de route au départ, mais le fonctionnement de ce type de projet nous a permis finalement d'inscrire notre travail dans une perspective de long terme et aussi de financer des jeunes chercheurs qui sont venus sur ces projets et qui ont pu s'inscrire à relativement long terme, donc qui ont été financés sur les projets qui après se sont insérés académiquement et qui continuent à nous suivre. Donc il y a une espèce de base de connaissances qui se capitalise comme ça au fil de ces projets. Et donc il me semble que finalement, aller sur ce type de projet, c'est une réponse intéressante au phénomène de morcellement de la recherche en sciences humaines et sociales sur les questions de travail et d'emploi. Et c'est tout l'intérêt en fait de la réflexion du travail autour des infrastructures de recherche. C'est quelque chose qu'on avait pu nous expérimenter en se mettant à plusieurs disciplines sur le développement d'une infrastructure au niveau international, avec aussi un partenariat avec la statistique publique. Donc on a pu arriver à rassembler les disciplines autour d'un objet commun pour développer des problématiques de recherche qui vont être ensuite internes à chacune de nos disciplines, mais sur lesquelles on peut échanger. Et on peut échanger de la même manière à un niveau international. Donc c'est producteur de résultats intéressants et sur des enjeux interdisciplinaires nationaux et sur des enjeux internationaux. Et puis, ça facilite les transferts de savoir, de méthodes, de capitalisation, de confrontation des résultats. Au fil de ces projets, une communauté de recherche s'est constituée, des habitudes de travail en commun s'installent, de nouvelles idées s'émergent, et en fait, ça devient de plus en plus facile de lire les documents des programmes, d'aller dire au comité de programme, il faudrait peut-être reformuler tel axe de telle manière parce que ça pourrait mieux cadrer avec des choses on pourrait faire avec les outils qu'on a développés, etc. Donc voilà, il y a une dynamique positive qui se met en place et dont je voulais témoigner ici ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Nathalie pour ce parcours et cette motivation. On ne sait pas jusqu'où vous irez aller, mais on vous souhaite d'aller loin en tout cas, encore dans ce prochain FP9 même. Merci beaucoup Nathalie. On va commencer donc maintenant directement les sessions d'une manière encore plus concrète avec Raffaella Greco-Toneguti donc qui est à l'UNIT B6 donc de la Commission européenne et qui va donc faire la présentation. Elle sera assistée, accompagnée de Sylvie Gangloff qui peut venir, qui viendra en fait répondre
plus spécifiquement à vos questions avec Raphaëla en fin de présentation de session, mais tout repose sur Raphaëla, que je remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui pour nous présenter les appels, la première partie des appels du défi 6, donc sur les migrations. Je vais vous aider. Ouais, peut-être. À mettre votre PowerPoint. Je pense que c'est déjà ici. C'est celui-là ? Ouais, je pense. Voilà. Est-ce que je peux te demander un verre, s'il te Oui, plaît? bien sûr. Tu peux boire la bouteille si tu veux. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités, c'est un plaisir. On commence par Paris. C'est la première fois qu'en fait nous présentons le programme de travail 2018-2020, donc c'est avec vous qu'on démarre. Et je voudrais remercier Julien et tous les organisateurs. Et avec Bah Soudeb, on voudrait dédier la journée à Philippe Kéodren, qui nous a quittés, mais qui est dans l'esprit de ces programmes de travail qui nous a accompagnés jusqu'à presque à son adoption. Nicolas a déjà pas mal présenté les lignes générales, donc je vais passer très vite, juste vous dire que l'Infoday officiel de lancement sera le 14 novembre à Bruxelles et sera web streamed. Donc si vous êtes intéressé ou si vous avez des collègues qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui, sachez que vous trouverez sur le site de Défi 6 le lien pour vous connecter les 14 novembre pour assister à la présentation qui est faite non seulement par deux représentants du Défi 6, mais par toutes les personnes qui ont contribué à l'écriture des différents topics et qui pourront aussi de manière plus complète répondre aux différentes questions plus pointues que vous puissiez avoir. Je vais donc passer très très vite parce que vous avez vu déjà 2 fois ces beaux tableaux avec l'excellence en sciences, la leadership industrielle et les défis sociétaux. Mais le mien, il est coloré. Hein. Ça, si vous voulez. J'en profite pour vous dire que tous les slides seront disponibles sur le site du défi 6. Que j'ai tendance à nommer SC6, donc vous devez me pardonner à l'anglicisme. Et donc elles seront disponibles à partir du 15 novembre sur les sites web, donc à partir du lendemain de l'Infoday à Bruxelles. Je m'excuse, les transparences sont en anglais. Et la présentation va être faite en français, bien évidemment, mais je ne pense pas qu'on aura des transparences disponibles en français, juste pour vous dire ça. Si vous avez suivi aussi bien que notre collègue toute l'histoire de Horizon 2020 jusqu'à présent, vous auriez noté qu'on est parti en 2014-2015 avec un plus grand nombre de calls. C'était 5 calls différentes, telles que Nicolas les a présentées. En 2016-17, on a diminué, on est arrivé à faire 4 calls et la dernière partie de la programmation 2018-2020, elle se base sur 3 calls. Ce n'est pas au hasard. On a vraiment essayé de faire un effort et d'arriver à viser des défis, des missions presque, je dirais, très claires, qui puissent mettre ensemble les différentes disciplines, mais aussi les différents enjeux dans le sein du défi 6. Et donc, vous voyez aussi que les budgets, au contraire, donc il y a une diminution des calls, une diminution des silos et une augmentation du budget. On a vraiment essayé de suivre la logique d'Horizon 2020, d'aller vers des missions, d'augmenter les budgets, et on le verra maintenant avec la présentation, non seulement les budgets généraux, mais aussi les budgets topic par topic, appel à proposition par appel à proposition. Et ça, garde-le à l'esprit parce que c'est vraiment la logique aussi pour le futur vers laquelle on veut aller, avoir de grandes mains, des grands défis, des grandes missions et de penser, de structurer la communauté autour de ces grandes missions. Ce qu'on vient de dire. Donc, 5, 4, 3 et un budget qui augmente pour les 3 tranches des programmations et aussi au sein de la programmation maintenant 18-20, un budget qui va augmenter 18, 19, 20. Comme Nicolas vient très bien de le dire,
je reviens juste un petit instant. Il y a eu plusieurs contributions à l'identification des 3 éléments, de 3 piliers qui auraient fait l'objet des 3 derniers ans, des 3 dernières années des programmations. La migration, les mutations socio-économiques et culturelles, la gouvernance, tout ça. Donc, les contributions des experts, les demandes, quand on dit les demandes d'autres services de la Commission, ça veut dire le politique. De quoi on a besoin d'un point de vue politique. Parce qu'ici, on est dans une recherche programmée. Donc, on veut vraiment répondre aux politiques. Donc, quand demain, on se dit cette telle politique sur l'accueil d'immigrants, cette telle politique sur la gouvernance du secteur fiscal a été basée sur des résultats des recherches, veut dire, vous devez traduire dans votre tête les résultats des projets qu'on a financés à travers Horizon 2020, col tel, topic tel, ont vraiment fait l'objet de l'analyse des collègues de service à côté qui sont en train d'écrire la communication ou la directive telle. Et pour que ces processus puissent suivre de manière fluide, il faut qu'on programme aussi en tenant compte non seulement des nécessités du monde de la recherche, donc quels sont les research gaps, etc., mais aussi quelles sont les demandes du politique. Et donc on a vraiment tenu compte et on a consulté, et ceux qui ont participé des différentes discussions au niveau du programme de travail le savent très bien. Pendant toute l'année et demie de discussion pour la programmation de ces 3 dernières années, on a toujours consulté les politiques pour savoir si la direction qu'on prenait était cohérente avec les nécessités, non seulement à un niveau européen, mais aussi parfois à un niveau des urgences des États membres. Et donc, je ne veux pas nommer tous les points, mais je pense que pour ceux qui sont curieux de savoir comment est-on arrivé au texte que vous avez vu, pré-publié début octobre et endorsé par la Commission fin octobre 2017, on y est arrivé à partir de tous les inputs que vous trouvez ici. Je tiens à souligner pré-publié parce qu'on sait très très bien que les premiers deadlines pour l'école qui vient de sortir et qui vient d'être lancé le 7 novembre est très strict. On sait très bien que mi-mars est derrière la porte. Et justement pour ça, on a lancé le programme de travail presque un mois d'avance par rapport à tous les autres défis sociétaux. Et on a vraiment tenu à faire ça pour vous donner un peu plus de chances de vous organiser. Je vais maintenant commencer par la colle migration, mais je tiens à dire un mot sur le fait que ces 3 cols, la colle migration, la colle transformation, comme on l'appelle, la colle gouvernance, elles ne sont pas 3 silos. Elles se parlent beaucoup entre elles. Elles se parlent beaucoup. Vous trouvez un fil rouge très clair qui passe de l'une à l'autre. Vous trouvez des éléments des migrations dans la colle transformation et dans la colle gouvernance. Vous trouvez des éléments de gouvernance dans la colle des migrations. Vous trouvez les sciences humaines et sociales, très vrai, un programme intensif, mais très interlié avec les défis de la digitalisation et des éléments des TIC, comme on appelle. On essaye vraiment de faire preuve de cohérence col par col et entre cols pour cette dernière partie de défi 6, 18-20. Comme vous l'avez vu très probablement sur le site, les cols pour 18 et pour 19 sont lancés. N'empêche, pour 19, on pourra revenir, on pourra faire des petites modifications les cas échéants. Comme on le disait, c'est un processus de dialogue. Et pour les 2020, vous l'aurez vu, j'imagine, elles ne sont pas publiées. Et donc, on va en rediscuter avec tous vos collègues au sein du programme de travail en 2018-2019 et elles seront publiées au cours de l'année 2019. Nicolas vous a déjà présenté les lignes essentielles, mais je tiens à vous dire que non seulement on est au sein du défi 6 et donc Europe in a Global World, mais on sait que l'Europe, si elle veut jouer un rôle important dans la gouvernance globale de certains thèmes, elle doit savoir dialoguer avec les autres structures et avec les autres instances de gouvernance qui existent. Et donc, chaque topic de tous les cols qu'on va présenter s'en sert
au sein de l'agenda 2030, au sein des SDGs. On a vraiment fait effort de lier, et ça vous le verrez très clairement dans tous les topics, de lier ce qu'on s'attend en termes de expected impact, d'impact voulu. Vous savez que nous, à la Commission, nous sommes obsédés par l'impact. Nous voulons voir que vos recherches, que vos résultats ont un impact où sur le politique. On veut voir que tout ce que vous produisez est capable vraiment d'influencer du moins le débat politique, mais on espère aussi les décisions du politique. Et donc, on s'insère dans un cadre géopolitique et dans un cadre de gouvernance qui est donné par l'agenda 2030 et par les SDGs, les Sustainable Development Goals. Ça se voit de manière particulièrement évidente dans la call 1 et dans la call 3, mais ça se voit aussi pas mal dans la call 2. Donc, recommandation, promouvoir l'agenda. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire mesurer l'impact? Qu'est-ce que ça veut dire mesurer les targets des SDG? On s'attend à voir ça parmi les résultats des projets. Qu'est-ce que ça veut dire de réviser le système européen d'asile dans le cadre des Global Compacts on Asylum que les Nations Unies et l'Europe au sein des Nations Unies sont en train de promouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire d'étudier l'impact des flux migratoires et des migrations en général sur l'économie, sur la culture, sur la société en Europe et ailleurs? Et qu'est-ce que ça veut dire d'améliorer l'échange d'informations parmi nos États membres, mais aussi avec les pays qui nous sont autour et aussi les structures des gouvernances. On veut vraiment insérer notre défi, nos défis au sein des défis globaux. Je présente l'école de 2018 d'abord. Donc, ne suivez pas l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, l'ordre numérique. On suit les années. On va présenter 2018 et après ensuite on va présenter 2019. Donc, la première école qui vous avez vue est sortie en 2018 est justement sur la gouvernance des migrations. Vous voyez déjà le mot gouvernance qui entre par la porte principale et on est au sein de l'école 1. On veut viser les Sustainable Development Goals 10 et 11. On veut vraiment donner une contribution, non pas à l'élaboration, parce qu'on sait qu'on est en retard sur l'élaboration, mais certainement aux mesures de contrôle et de monitoring des Global Compact pour la migration et surtout pour les réfugiés. On veut réévaluer et on veut rediscuter les rôles de la coopération internationale, des agences de coopération internationale, de l'aide au développement au sein de la gestion des migrations. Je ne dois pas, pour les migrationistes, je ne dois pas le dire, mais je pense que pour tout le monde est très important. La Commission européenne et tous nos États membres ont issu des documents, des communications en 2015 et 2016, la European Agenda on Migration, the New Partnership Agreement with Third Countries, où on réintroduit l'aide conditionnelle à certains éléments qui sont introduits, tels que le répatriement des migrants irréguliers, etc. On veut vraiment étudier ça d'un point de vue de coopération internationale, d'un point de vue d'aide au développement, d'un point de vue de gestion de la migration, d'un point de vue de gouvernance du système des migrations, mais aussi voir l'impact des phénomènes migratoires sur les sociétés, sur les communautés d'origine, de transit, de destination. Donc, un élément très fort de coopération internationale. Ça, je dois vous dire, même si ces topics-là, cet appel à proposition-là, n'est pas officiellement un topic de ce qu'on appelle INCO flagship, ça veut dire un topic qui demande la présence d'un partenaire international pour être éligible. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là, mais on aimerait vraiment voir des comparaisons, parce que quand on parle de gouvernance globale, on doit penser qu'on n'est pas isolé dans l'univers, qu'on n'est pas isolé dans notre région, donc on est très intéressé au moins par des comparaisons, mais aussi il y a une porte ouverte pour l'inclusion de partenaires internationaux, même si ce n'est pas un critère d'éligibilité, je tiens à le souligner. Migration 5, c'est un topic qui ressort d'une demande de la
communautés scientifiques qui travaillent sur l'éducation. On a tenu une grosse conférence internationale à Bruxelles en décembre dernier, les 2-3 décembre 2016, en coopération avec un autre service, le service qui s'occupe d'éducation et culture. Peut-être quelqu'un a déjà entendu parler de Great Start in Life. Ça a été un moment très important pour mettre ensemble tous les chercheurs et tous les collègues qui travaillent sur la recherche en migration, en globalisation, en éducation, en inclusion sociale. Et donc, c'est un topic qui vise vraiment au système éducatif, mais d'un sens extrêmement large. On pense à toutes les situations d'éducation formelle et informelle, on pense aux hotspots, on pense aux camps des réfugiés, on pense aux settings où il y a l'accueil, où l'accueil est fait en Europe. Et encore une fois, même s'il ne s'agit pas d'un topic qui demande la présence d'un partenaire international pour être éligible, on serait très content de voir des expériences en dehors de l'Europe, comment l'éducation, comment l'intégration via les écoles est faite aussi dans d'autres contextes. Comme vous l'auriez remarqué peut-être, en mai 2018-2020. Pourquoi ? Le budget que vous voyez, les 6 millions pour 2 topics de 3 millions chaque, sont envisagés pour 2 initiatives de recherche, c'est qu'on appelle Research and Innovation Action, pour 2018. Mais on s'attend vraiment que ces topics incluent, et donc que les consortia qui vont présenter des propositions incluent aussi de partenaires non académiques qui incluent de gens du terrain, des organisations, des écoles, des institutions qui travaillent dans l'éducation et qui commencent à penser des actions pilotes, même dans le sein des actions de recherche, pour qu'en 2020, on puisse procéder, on dit faire le step-up, des actions pilotes qu'on pourrait avoir déjà envisagées au sein des actions de recherche en 2018. C'est un expériment qu'on fait avec vous, qu'on essaye de lancer, de voir si c'est vraiment possible de penser que des initiatives de recherche, que des actions de recherche incluent des éléments de pilotage, d'actions concrètes qui puissent être après développées en 2020, et donc on est encore ouvert pour discuter les budgets, l'allocation du budget pour 2020, mais on souhaiterait vraiment pouvoir financer une Innovation Action en 2020 qui poursuit les résultats et les initiatives démarrées au sein de la RIA en 2018. Ici, un topic très important. C'est un topic qu'on développe ensemble avec les collègues de l'information, des TIC, des technologies d'information et communication. Et comme vous voyez, il y a un budget très haut, et un budget qui sera dépensé en 2018 et en 2020. Dans les 2 cas, c'est un budget très haut. Dans les 2 cas, on s'attend des spécialistes de toutes les disciplines, tant d'éthique, donc des technologies d'information et de communication et des sciences sociales et humaines. On s'attend vraiment à une fusion. On s'attend vraiment à voir comment les ICT-enabled solutions peuvent aider non seulement les administrations publiques, mais les migrants eux-mêmes et les communautés et les sociétés eux-mêmes à améliorer les services, à repenser la manière dont on se communique, dont on vit ensemble. Donc, vous voyez qu'il y a un DT avant le titre du topic. Ça veut dire qu'avec ces topics, on contribue à la focus area sur la digitalisation. Ça n'a aucun impact pour les consortia qui vont se former et qui vont préparer des propositions pour ces topics, mais ça veut dire qu'on veut vraiment une intégration des communautés, une intégration des communautés d'éthique et des communautés des sciences humaines et sociales pour qu'il y ait une nouvelle pensée sur comment les technologies peuvent vraiment aider les administrations et la société, y inclut les migrants, à résoudre certains je dirais pas des problèmes, mais certainement des défis principaux auxquels ils font face.
Migration, 8. Ça, c'est un topic très intéressant. Et ici, je le signale avec une belle étoile. Ici, il est nécessaire d'avoir au moins un partenaire international pour que les projets, la proposition de projet soit éligible. Donc, dans les jargons commission, il s'appelle INCO Flagship. Donc, c'est coopération internationale. INCO, c'est International Cooperation. Donc, on veut absolument qu'il y ait un partenaire international, sinon les projets ne peuvent pas être éligibles. Donc, la différence par rapport au cas que je viens de présenter, c'est que dans les autres cas, c'est souhaitable. Ici, c'est nécessaire. Et c'est nécessaire de se confronter avec les situations de déplacement forcé en Europe et en dehors de l'Europe, de penser en termes d'impact socio-économique et culturel. Comme on va le voir d'ici quelques instants, en 2019, il y a un autre topic, un autre appel à proposition, qui regarde le même sujet, donc la protection internationale, la protection des demandeurs d'asile, la protection des réfugiés, en termes plus légalistes. Ici, c'est en termes plus socio-économiques et culturels. Mais ces deux topics, comme on l'avait dit depuis les débuts, se parlent. Toute la colle est structurée, toute la colle 2018-2020 et les trois colles entre elles se parlent. Donc vous verrez, si vous ne l'avez pas encore vu, qu'il y a des topics en 2018 qui parlent à des topics qui seront lancés en 2019. On s'attend vraiment à capitaliser la recherche qui est produite et faite dans une année pour ceux qui doivent suivre. Donc ici, on parle bien de protection internationale, oui, vous avez bien lu, on parle bien des déplacés, on parle bien des potentiels réfugiés, on parle bien des demandeurs d'asile. On regarde avec des lunettes un peu plus socio-économiques et culturelles. N'empêche qu'il peut y avoir aussi un côté plus légal, mais l'aspect légaliste en soi est traité par les topics qui est lancé en 2019. Ici aussi, on veut vraiment regarder à la coopération internationale, à l'aide au développement, aux agences de coopération internationale et aux agences locales qui travaillent l'intégration de Forced Displaced People. Et aussi ici, on travaille dans le sein des Global Migration and Refugee Compacts et des SDGs. Avant d'arriver en 2019, un petit post-scriptum, vous voyez dans le slide, il y a toujours 3 x 3, ça veut dire qu'on s'attend 3, 2, 5 projets de environ 3 millions. N'empêche, si vous présentez un projet de 2,5 ou un projet de 3,2, ça ne veut pas dire que cela ne soit pas bon. C'est bon, c'est une mesure indicative. Donc, on s'attend à des gros projets, à des consortia importants, bien intégrés entre disciplines et entre pays membres de l'Union européenne et pourquoi pas en dehors de l'Union européenne, comme on vient de le dire. Donc, lisez, vous l'avez vu aussi dans les textes, j'invente rien, vous l'avez vu aussi dans les textes, mais lisez ces 2 x 3 comme on s'attend plus ou moins 2 projets d'un budget d'environ 3 millions, 3 projets d'un budget d'environ 3 millions. 2019, donc, ces cols que je viens de présenter, c'est tous les paquets que vous avez depuis avant-hier, parce que les écoles sont officiellement ouvertes à partir du 7 novembre 2017, avec deadline d'échéance mars 2018. Il faut se dépêcher. Pour le 2019, on a un tout petit peu plus de temps. Les calls sont lancés, vous les avez trouvés sur les sites, donc ça vous donne un peu de souffle, un peu de temps pour préparer les consortia et les propositions elles-mêmes. Et on commence avec un topic, avec une appel à proposition qui parle beaucoup au topic numéro 2 qu'on vient de lancer. Donc, il y a le topic gouvernance qui est lancé en 2018. Il y a les topics analyse des flows, de patterns, des scénarios, de chiffres, de combien, d'où vient, qui vient et pourquoi, et où vont les gens, et plus vers le nord et plus vers le sud. Donc, c'est bien deux topics qui se parlent infiniment entre eux et qui doivent se parler en termes des projets qui seront après financés. Comme pour cette fois, on a la chance de financer plusieurs projets
pour le même topic, comme on l'avait vu, on s'attend 2, 3, même 4 projets pour le même topic, on aura beaucoup de possibilités de se parler entre projets et entre topics, entre appel à proposition, et c'est vraiment ça qu'on s'attend. Donc voici les liens entre topics. Donc ici, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a eu la chance de participer à la grosse conférence internationale qu'on a organisée à Bruxelles en février 2016, Understanding the Challenge of Migration. À ce moment-là, on a lancé un document qui était une policy review, donc un document qui était basé sur les résultats de vos recherches précédentes, parce que la migration fait partie des sujets qu'on traite à travers les programmes cadres depuis les programmes cadres 5. Donc il y a pas mal de résultats des recherches déjà capitalisés. Et dans ces beaux documents que je vous invite à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, vous le trouvez en version soft sur notre site. Le professeur Russell King de l'Université de Sussex commence à repenser la géographie et les temporalités de la migration. Et c'est à partir de ces suggestions et de tous les échanges qu'on a eus qu'on a construit ces topics. C'est qu'on appelait les pays de destination ne sont pas nécessairement plus des pays de destination, ce sont devenus aussi des pays d'origine, peut-être des pays de transit, peut-être à la fois un pays de transit, un pays d'origine, un pays de destination. Mais les temporalités changent aussi, la trajectoire migratoire ne se fait plus d'un point A à un point B d'une manière directe. Peut-être que le trajet change des directions et que les migrants changent des statuts. On était déplacés, on devient des migrants économiques, après soudain on devient des victimes de traite et après on nous traite des réfugiés. Donc il y a plusieurs changements qui se passent pendant les trajectoires migratoires et exactement ça que aussi on vise à analyser ici. Comme je viens de le dire, je le répète parce que nous, dans le jargon, on aime bien se répéter, on est obsédé par l'impact, donc lisez bien ce qu'il y a dans les carrés à votre gauche. On veut vraiment que les études nous portent quelque chose qui puisse aussi servir les politiques, parce que vous savez mieux que moi qu'il y aura beaucoup qui va se passer en termes de politiques migratoires et de nouveaux documents qui seront discutés et approuvés dans les prochaines années. On veut vraiment pouvoir contribuer à partir de vos résultats de recherche. Deuxième appel qui sortira en 2019 vise plus à l'intérieur de l'Europe, donc vise à l'impact socio-économique et culturel de la migration dans nos sociétés en Europe, en comparaison aussi, en tenant compte aussi de nos politiques d'intégration. Donc non seulement les impacts des phénomènes, mais aussi les impacts des politiques et comment les politiques influencent eux-mêmes les phénomènes. On a voulu mettre un nota bene. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas le cas pour les autres appels à proposition, bien sûr, mais ici on veut vraiment voir une approche super, hyper, méga interdisciplinaire. On fait appel vraiment à toutes les disciplines de nos belles sciences humaines, sociales, digitales, etc. Et on s'attend vraiment à une contribution analytique importante sur les politiques d'intégration dans les pays membres et à niveau européen. Comme vous le savez peut-être, la Commission est en train de réviser toutes les directives d'accès légal à l'Union européenne. Dans le jargon, on l'appelle Fitness Check, Refit of Legal Migration Directives. On est en train de le faire, on ira le présenter au Parlement au début de l'année prochaine. Donc on essaye de se faire l'autocritique, mais on veut vraiment aussi appeler toute la communauté scientifique à faire l'autocritique des politiques d'intégration, parce que s'il y a d'autres choses à faire, ou des meilleures choses à faire, ou des choses à changer, c'est vraiment le moment d'y penser et de mettre en place les meilleures solutions. Et ici, c'est les fameux topics un peu plus légalistes qui parlent à Addressing the Challenge of Forced Displacement Migration 8, qui est lancé en 2018. Donc ici, vous avez on
dit en italien il controaltare, il controcoro. La chorale pour les sciences légales. Et donc ici, c'est International Protection of Refugees in a Comparative Perspective. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire d'avoir un partenaire international, mais c'est hautement conseillé, d'autant plus que pour ces topics, on fait appel à 4 pays en particulier. On se dit, ce n'est pas seulement l'Union européenne qui est en train de réviser son propre approche et sa législation en matière d'asile. Non, il y a d'autres pays, et notamment des pays très importants et très intéressants, qui sont en train de réviser ou qui viennent de réviser ou qui pensent réviser leur législation en matière de protection internationale et asile. Et on les a nommés. On s'est dit le Canada, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Jordanie. C'est tous des pays qui accueillent énormément de réfugiés et des migrants chaque année. C'est tous des pays qui ont eu à faire face à des défis très importants, soit légaux, soit d'intégration, soit de révision de leur conception même de la citoyenneté et de la participation. Et donc, même si cela n'est pas obligé d'avoir un partenaire, il est fortement conseillé d'avoir un partenaire international et pourquoi pas un partenaire provenant d'un de ces 4 pays. Pour le cas du Canada en particulier, j'ai un post-scriptum très intéressant. On est en train de se mettre d'accord avec, comme Commission européenne, avec les conseils de recherche canadiens pour que le partenaire canadien qui participe d'un consortium qui puisse gagner un projet puisse être financé par son propre conseil de recherche. Parce que comme vous le savez, il y a certains pays, dont notamment le Canada, qui ne peuvent pas être financés par Horizon 2020, par les fonds de la Commission européenne. Ils ne font pas partie de la liste des pays qui sont naturellement et automatiquement finançables par les fonds européens. Ouais. Alors, le Brésil ne sera pas automatiquement financé. Alors, il y a 2 post-scriptum. Le premier post-scriptum est qu'on est en train de se mettre d'accord avec les conseils de recherche canadiens pour que les partenaires canadiens qui soient éventuellement impliqués dans un consortium, qui puissent gagner un projet, puissent presque automatiquement recevoir un financement. Il doit faire les démarches auprès de son conseil de recherche, mais puissent presque automatiquement recevoir. Mais aussi, faut savoir que si la Commission et les évaluateurs estiment qu'un partenaire est vraiment nécessaire dans un consortium pour que les projets puissent être menés à bout d'une manière satisfaisante, excellente, avec un impact important qu'on s'attend, s'il y a une reconnaissance de la nécessité d'un certain partenaire, la Commission peut décider de financer le partenaire. Mais il est important de savoir qu'il n'y a aucun automatisme à ces sujets. Donc on suggère la participation d'un partenaire international, et notamment dans ces 4 pays, mais en principe, la Commission ne s'engage pas à financer ses partenaires. Oui. Si on est dans ce deuxième cas, que la Commission estime que le fait qu'elle peut finalement financer son partenaire, comment, à quel stade ça se décide? On ne peut pas prévoir dans le montage du projet. Non. Donc ce sera En phase... Non. Vous devez l'insérer dans le budget, simplement n'est pas inséré dans la colonne du budget financé par la Commission européenne. Et c'est en phase d'évaluation de projet que la décision est prise, donc à un stade très précoce, n'est-ce pas? Presque, disons, pas dans des stages de montage du projet, mais l'étape immédiatement après. Oui. Non, c'est avec plaisir. Non, les projets ne sautent pas, mais ça sera au consortium, aux coordinateurs et aux partenaires intéressés de décider si le partenaire peut rester
dans les projets, s'il est capable de se trouver des financements, les projets ne sautent pas. C'est pour ça que je souligne, si la Commission estime absolument nécessaire, et on comprend, il y a une compréhension que sans le financement de la Commission, il n'y aurait pas la capacité de mener à bout le projet, la Commission peut décider de. Les projets ne sautent pas, mais bien évidemment, il y a une décision à être prise. Il n'y a aucun automatisme, n'est-ce pas? Il n'y a aucun automatisme, parce que comme vous le savez, peut-être pas tout le monde le sait, mais une fois que les projets sont évalués et que la Commission prend sa décision, la Commission remet sa décision au comité de programme. Donc finalement, c'est au comité des programmes, donc à tout l'ensemble des acteurs, des pays membres et des pays associés et la Commission, de prendre la décision finale. Donc c'est au sein du comité de programme que la décision finale se prend, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, on va faire passer le micro, ça permettra aussi qu'elles soient enregistrées et cohérentes avec la réponse. Nicolas, tu interviens à tout moment. Juste pour terminer, pardon. Juste pour compléter ce que je voulais dire, donc imaginons que le projet est intéressant, la Commission est d'accord, mais ne souhaite pas financer, par exemple, le Brésil. Et le consortium veut quand même mener le projet. Est-ce que, du coup, ils peuvent réarranger le budget octroyé par la Commission de façon à ce que le Brésil, par exemple, soit financé en partie peut-être plus réduite pour que, voilà, quand même, le projet puisse avoir lieu? Comme je viens de le dire, en principe, si la Commission dit on n'estime pas nécessaire d'avoir ce partenaire, ça veut dire qu'elle ne va pas prendre en charge aucun coût par rapport à ses partenaires. Et donc, ce sera le consortium à revoir comment éventuellement prendre en charge certains des dépenses d'invitation, par exemple, à un séminaire, à une conférence. Et ça sera au comité de programme de prendre la décision s'il estime que la décision prise par le consortium est acceptable. Mais la Commission, en principe, ne s'opposera pas à l'inclusion d'un partenaire. Je ne peux pas vous donner cette réponse parce qu'effectivement, je ne sais pas. Parce que c'est vraiment une décision que, au fin de compte, est prise après l'évaluation au sein du comité de programme. Donc, je n'ai pas la boule de cristal, je ne sais pas. Mais en principe, ce que je peux vous dire est que généralement, les commissions d'évaluation sont extrêmement justes. Donc, si on comprend qu'il y a vraiment une nécessité et qui a une valeur ajoutée très importante. Je n'ai jamais vu une commission d'évaluation être injuste vis-à-vis d'un projet qui avait une valeur ajoutée importante avec un partenaire tiers. Mais la commission ne s'engage pas à financer des pays tiers, à moins qu'il ne s'agisse, et on revient un tout petit peu, mais après je vais courir, d'une INCO flagship. Dans le cas d'INCO flagship, bien évidemment, la Commission s'engage. Et dans le cas de la liste des pays qui ont de toute manière le droit d'être financés par la Commission européenne, la Commission s'engage. Mais dans aucun autre cas, la Commission s'engage a priori. La décision s'est faite en phase d'évaluation. Je vous en prie. Merci pour les questions. J'espère que ce soit utile pour tout le monde de discuter sur ça. Donc, on termine pour la partie migration avec les topics numéro 7. Comme vous le voyez, une dernière note, il y a une certaine homogénéité sur les budgets de toute l'école. On a vraiment essayé de se concentrer sur les thématiques qu'on considérait principales. Transversalité, interdisciplinarité dans tous les projets, coopération internationale importante et inclusion de partenaires des pays tiers très importante, surtout pour les topics que regarde l'Europe dans un contexte plus global. Coopération internationale absolument nécessaire, seulement dans le cas de Migration Aid, jargon INCO Flagship. Merci à tous. Excusez-moi, je vole le micro encore pendant un instant. Et comme je l'ai dit pour la Policy Review sur la migration, vous savez peut-être qu'on en a produit beaucoup d'autres, pas beaucoup, mais certains autres, qui font la base
de la plupart des topics. Parce que, comme on vient de le dire, elles représentent, disons, la somme des résultats des recherches qui ont été produits dans certains domaines. Donc, vous trouverez sans doute des éléments intéressants pour vous dans les policy reviews sur la migration, sur la radicalisation, sur la exclusion sociale et la pauvreté, sur la confiance, le trust. Donc, s'il vous plaît, regardez les sites, toutes les policy reviews sont en ligne. Je n'ai amené que quelques copies si quelqu'un est intéressé à l'avoir papier. Sinon, vous pouvez toujours nous demander, on est très content d'envoyer. Mais sinon, sont tous en ligne et elles font vraiment la base, la logique des topics. C'est les racines d'où ça sort d'un point de vue scientifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rafaela pour cette présentation. On peut prendre quelques questions, mais il est aussi permis d'intervenir directement après chacun des appels, parce que ça permet de rebondir directement sur des questions plus précises sur les appels et pas de prendre toutes les questions à la fin. Donc n'hésitez pas à interrompre gentiment, bien entendu, Rafaela. Je vous en prie. Bonjour, Delia Vizan de l'Institut de recherche pour le développement. Merci beaucoup, Rafaela, pour cette très intéressante présentation et pour vraiment toutes les explications pour nous éclaircir. Je voudrais vous poser une question par rapport merci, par rapport à l'aspect d'interdisciplinarité. Et justement, dans ce cas de figure de migration et des politiques de protection sociale pour les migrants, est-ce que dans une réponse à un appel d'offres de la Commission européenne, est-ce qu'on peut impliquer des acteurs internationaux comme l'Organisation internationale pour les migrations ou bien l'OCDE qui, on sait, travaille depuis longtemps sur ce type de questions? Si oui, à quel point peuvent-ils être impliqués dans le projet? Merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre? Mais bien sûr. Alors, merci beaucoup pour cette question. Elle est très bonne parce que, comme vous l'avez vu, je pense, dans plusieurs topics, on est vraiment tenté d'impliquer les acteurs qui sont sur les terrains. Bien évidemment, on peut le faire, on l'a déjà fait. Mais tel que pour les pays tiers, la Commission ne s'engage pas, en principe, a priori, à financer les coûts des organisations internationales. N'empêche que si les évaluateurs et la Commission et le comité des programmes estiment qu'il y ait une valeur ajoutée particulière. On est en train de voir les cas justement en ce moment pour une des deux plateformes lancées avec la révision du programme de travail 2017. Donc si le comité des programmes et la commission estiment qu'il y ait une valeur ajoutée très importante, etc., oui, elles peuvent être financées. Mais il n'y a aucun automatisme. A priori, oui, bien sûr, c'est des acteurs qu'on voudrait bien avoir. On comprend très très bien que ça fait partie, disons, de l'esprit des avoirs, mais la Commission ne s'engage pas à les financer. Je parle sous contrôle de Nicolas, vous me voyez regarder en bas parce que c'est mes chefs, les États membres. Donc. Je me permets de rajouter un point. Alors, ce qui peut parfois paraître un peu compliqué, c'est d'impliquer soit des agences de développement, soit des associations, des ONG diverses et variées, jusqu'à quel point et comment. Vous êtes aussi limité dans la taille de votre partenariat, pas par une règle quelconque, mais par le fait que gérer un consortium avec 30 partenaires devient compliqué. Et donc, il y a d'autres moyens d'impliquer les acteurs et de les consulter lors de la réalisation et de l'exécution de votre projet. Vous pouvez tout simplement monter un comité de stakeholders. Donc, vous montez un comité avec des acteurs qui peuvent être, selon les cas, puisqu'on est sur les migrations, on a donc le cas des agences de développement, le cas d'associations, le cas de représentants des pouvoirs publics qui doivent intervenir à un moment ou à un autre dans la mise en place des recommandations que vous allez formuler. Donc il serait bien de les consulter pour voir dans quelle mesure les recommandations que vous allez formuler peuvent être
peuvent être réalisées en termes financiers, de personnel, de moyens, peu importe. Et donc, une des solutions, et ça marche plutôt bien, est de former des comités de stakeholders que vous consultez régulièrement lors de votre projet à un rythme que vous annoncez au début du projet. Et là, vous pouvez intégrer dans ce comité des représentants de différentes agences ou institutions, ONG internationales, que vous invitez à certaines de vos réunions ou des réunions de vos groupes de travail pour votre projet. Voilà. Merci. Bonjour, Claude Graland. J'ai eu un projet il y a quelques années sur Europe in the World. J'ai vu le Europe in the World apparaître à l'intersection des 3 défis dans votre diapo. Et je voulais savoir comment vous gériez les intersections entre les 3 défis. Je vais préciser ma question par un exemple. Les migrations, ça a un impact terrible sur l'image de l'Europe dans le monde. Donc ce n'est pas un sujet qui apparaît dans migration. Et est-ce qu'il apparaît dans les 2 autres ou pas? Parce qu'en termes politiques, l'impact très négatif de la politique migratoire sur la marque Europe est un sujet extraordinairement important. Et voilà, donc j'ai juste vu Europe in the World à l'intersection de vos 3 défis, mais comment vous gérez plus généralement les intersections entre les 3 défis? Et entre guillemets, est-ce qu'il y a des sujets blancs qui sont à l'intersection des 3? La confusion, elle vient du titre du défi sociétal 6 qui s'appelle l'Europe dans un monde en évolution, Europe in a Changing World. Et après, vous avez société inclusive, innovante et réflexive. Voilà, je crois que c'est peut-être aussi de ça que... Oui. Disons, d'un point de, je donne deux réponses. Une réponse plus pratique, terre à terre, qui est, nous, on travaille en équipe. Donc, comme on l'a dit au tout début, vous trouverez des éléments des migrations aussi dans la call 2, transformation, dans la call 3, gouvernance, aussi bien comme vous trouvez, et vous l'avez vu, des éléments de gouvernance dans la call 1 et des éléments de transformation sociale dans la call 1, etc. Et quand on dit on veut avoir un impact sur le politique, au moins sur les débats, disons, ça ne veut pas dire que moi, comme je suis la desk migration au sein de la DG Recherche, je vais regarder quels sont les résultats de mes projets migration. Au contraire, il y a un travail extrêmement transversal qui est fait. Et donc, à chaque fois qu'on bouge, à chaque fois qu'on va vers le politique, c'est-à-dire vers les autres services de la Commission, la DG qui s'occupe des affaires antérieures ou des affaires extérieures et des migrations, etc., on part avec tous les paquets des résultats et des réflexions qui vient de tous les projets. Et j'insiste, ce n'est pas au hasard qu'on a construit un col qui se parle, un col où les 3 piliers ne sont pas 3 silos. Vous l'avez vu, il y a plein d'éléments de transformation dans cette col, il y a plein d'éléments de gouvernance. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard que des topics de 18 se parlent avec des topics de 2019. Je ne veux pas dire qu'on est des génius, mais on a vraiment essayé de construire cette dernière tranche de programmation de manière à se miroirer, de se parler, de produire des résultats qui puissent vraiment être utilisés. Et la partie un peu moins terre-terre et pratico-pratique de la réponse est ça. Ce n'est pas au hasard qu'on dépense de l'argent pour financer des policy reviews. On le fait parce que c'est la seule manière dont, de manière systématique, de façon systématique, on peut ramasser les résultats qui nous arrivent des différents projets, peu importe, c'est un projet financé par la Call Young, un autre projet est financé par la Call Rev Inequality, un autre projet est financé par le programme Cadre 7. Mais si ça a un intérêt sur la thématique dont on parle, fighting poverty and exclusion through social investment, addressing terrorism, addressing the challenge of forced displacement. Si ça nous parle, n'importe quel projet, n'importe quelle contribution entre, et à partir de ça, on construit aussi notre intervention auprès du politique. Je pense que Bachou veut contribuer. Oui, je vais juste intervenir une seconde. Pour répondre à votre question, en effet, la question de médias, l'image Europe en tant qu'acteur global était présente. Et je ne le trouvais pas, mais Florent vient de le trouver. Potentiellement en 2020, il y a donc un topic sur Narratives of Migration, donc qui est spécifiquement sur la question de comment on représente l'impact international, l'ensemble, mais on ne sait pas encore parce que le programme 2020 n'est pas voté. Il peut y avoir des ajustements aussi en 2019. Donc ça, on verra plus tard, mais c'est prévu. Et c'est aussi déjà présent. Cette étude
sûr à 100% que ça va arriver. Voilà. Oui, et c'est aussi déjà présent. Le sujet est déjà là, quelque part, en Oui. 2014 et 2017. Je me rappelle plus exactement où, mais c'est présent. Oui, et aussi il est présent, comme vous l'avez vu, dans l'école, dans les deux écoles qui visent particulièrement à l'intégration. Il y a certainement toute la partie médias, etc., qui est prise en compte. Oui, bonjour. Je suis Miguel Ayllón de l'Université de Pau. Et merci de votre présentation, c'était très intéressant et très clair. Je crois que j'ai compris la philosophie de ce s'appelle Migration. Mais quand même, je vois un point où je ne vois pas très bien la relation entre ceux qui déposent les projets et les résultats, la transformation des résultats dans la vie réelle, on va dire. La migration, l'immigration, c'est un sujet très sensible aujourd'hui, au niveau européen et au niveau un peu global. Et d'après ce que j'ai compris, on doit faire en sorte de donner en quelque sorte des réponses pour que les responsables politiques les puissent utiliser, les puissent mettre en place. Et lorsqu'on voit qu'en Europe, il y a quand même certains pays qui en quelque sorte refusent d'adopter dans son territoire les décisions qui au niveau européen, pour ce qui concerne la migration, a été décidée notamment au sein du Conseil européen. Ma question c'est pas une question de comment être sûr, mais en quelque sorte, comment faire en sorte que ce qu'on produit, si on a réussi à répondre aux challenges et aux impacts d'un appel à projet particulier, comment on est très sûr de que finalement tout ça va avoir un réel impact au niveau, je dirais même, de la gouvernance européenne par rapport à la migration, à la politique migratoire européenne. C'est-à-dire, on fait des choses, mais peut-être est-ce qu'au niveau des responsabilités politiques, ça va être mis en place finalement parce que ce sont des décisions politiques qui peut-être nous ne sommes pas là. Voilà, c'est un peu... Merci pour cette réflexion. Bien évidemment, nous, on ne peut absolument pas être sûr qu'aucun de nos résultats soit pris en compte par le politique. Mais il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau, il faut savoir, je pense qu'on le sait tous, mais il faut se souvenir que la migration est un domaine non seulement très sensible, mais en charge des États membres. Il n'y a qu'une toute petite partie qui est en charge de l'Union européenne. Et ça, c'est une limitation énorme, on le sait très bien, et c'est justement pour ça que certains des problèmes que vous avez mentionnés se produisent. N'empêche, il y a une partie, et notamment les politiques d'intégration et les politiques de coopération avec les pays tiers, qui sont gérées aussi à niveau de l'Union européenne, non seulement, mais aussi pour lesquelles la responsabilité est partagée entre États membres et Union européenne. Et sur ça, est extrêmement important de travailler. Et c'est pour cela que j'ai insisté autant exactement sur les aspects qui nous concernent plus comme Union européenne. Et aussi, à partir de 2014, c'était le cas aussi un peu avant, mais à partir de 2014, avec la commission Juncker, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu une communication qu'on appelle Better Regulation, qui impose que toutes les politiques qui sont approuvées soient basées sur une évidence scientifique. Est-ce que cela veut dire que ça c'est le cas, effectivement, vraiment, toujours, etc. C'est pas moi de répondre. Mais on a un espace réel d'influence. Ça, oui. On est systématiquement consulté, et ça, on peut le dire, systématiquement consulté à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, une communication à adopter, une directive à adopter. Et il y a un espace de débat et de consultation des résultats des recherches qui peut-être n'étaient pas là ou n'étaient pas aussi évidents avant et qui maintenant commencent à exister de plus en plus. Et c'est justement là où ça ne veut absolument pas dire qu'on arrive à avoir l'impact qu'on désire, mais c'est un impact. Et c'est un espace qu'il faut absolument occuper, parce que c'est l'espace qui nous est
offerts ou qui nous ont gagnés. Mais donc, les verres vides disent on n'aura jamais d'impact, on n'est que des chercheurs. Le verre mi-plein dit mais on a une possibilité de dire, de discuter, de présenter, etc. Si je me permets juste de rajouter un point pour dire deux choses. Tout d'abord, l'impact politique, vous pouvez bien évidemment, vous pouvez jamais être sûr que vos recommandations seront écoutées. En revanche, vous pouvez faire un maximum pour que vos recommandations soient entendues, ce qui veut dire aussi les adresser aux bons interlocuteurs, les formuler pour qu'elles soient compréhensibles par ces interlocuteurs et les adresser aux bons interlocuteurs. Et ça doit être pensé à l'avance quand vous montez votre projet. Vous devez penser à qui, je ne vais pas envoyer mes recommandations, DG Affaires intérieures de la Commission européenne ou extérieure ou autre. Vous devez le penser. Alors, vous êtes chercheur, ce n'est pas forcément votre spécialité, mais vous prévoyez du temps, de l'argent, des gens embauchés pour voir à qui vous allez adresser vos recommandations. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils seront entendus, mais enfin, au moins, si vous les adressez aux bons interlocuteurs et sous la bonne forme, vous aurez plus de chances d'être entendus. Un deuxième point, l'impact, y compris pour les questions sur l'immigration, ne se réduisent pas à la recommandation politique. Vous pouvez, et ça c'est vous en tant que chercheur qui connaissez votre sujet et qui savez comment l'organiser et le tourner, vous pouvez tout à fait argumenter, arguer et démontrer durant votre projet qu'il est nécessaire d'influencer les opinions publiques. Et donc aussi dans votre impact, vous pouvez penser, par exemple, c'est un exemple, vous êtes chercheur, vous connaissez le sujet, vous pouvez par exemple aussi penser que vous allez développer des outils ou des manières d'influencer les opinions publiques dans certains pays d'Europe. Nous ne mentionnerons pas, mais comme vous l'avez bien souligné, le problème il se situe aussi à ce niveau-là. Donc vous pouvez aussi essayer de penser dans ce sens. Vous êtes maître, si j'ose dire, de développer un impact dans les limites, les demandes qui sont formulées expressément par l'appel, mais aussi de dire, écoutez, voilà, il est important, par exemple, vous expliquer que pour la prise de décision politique, les opinions publiques doivent suivre, donc on va faire ceci, on va faire cela, les médias sociaux, ou ceci ou cela. Vous voyez, donc voilà, juste deux suggestions, et on pourrait en faire d'autres aussi. Voilà. On va prendre une dernière question, et après, il y aura une pause. Merci. Oui. Merci pour cette présentation des différents appels sur cette question des migrations. Nous sommes, nous, un institut d'archéologie, et on a une question un peu stratégique, mais aussi une question de fond. La question du long terme, cette fois dans le passé, la question des mouvements de population et des migrations, ne fait pas l'objet d'un appel spécifique, ou ici d'un appel spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel sur la question des migrations dans une perspective historique ou archéologique spécifique, il semble-t-il. Et si c'est le cas, puisque c'est un élément évidemment important pour discuter des questions contemporaines qui sont posées dans ces appels, et si c'est le cas, dans quel de ces appels la dimension historique et la profondeur historique de ces phénomènes migratoires peut-elle être posée ? Merci de cette question sur laquelle on s'est pas mal penché pendant les sessions du comité de travail. Vous trouvez la perspective, comme on l'a dit, interdisciplinarité. Donc vous pouvez insérer la dimension historique vraiment dans tous les topics. En particulier, je dirais, et vous le trouvez mentionné, dans le topic numéro 1, et donc les mouvements, on regarde sur aujourd'hui, mais on peut très très bien, et on le met ouvertement, on est ouvert à le considérer dans le temps. Et dans le topic numéro 3, intégration, là aussi, on fait appel, on le dit, à une perspective historique et comparative. Ça ne vous... Non, c'est une dimension. Excusez-moi, j'avais pas capté. Non, pas un projet qui porte uniquement. Ça peut très très bien être une dimension. On invite à avoir dimension, mais ça, ce n'est pas seulement le cas pour la dimension historique, archéologique, etc. Interdisciplinarité, transversalité. Non, répétez. Alors, multidimension. Merci. Oui. L'ensemble des thèmes qui ont été présentés ici par Raphaël, ceux qui ont pris, c'est quand même, elle a bien dit dès le départ, pour répondre à des problématiques, à des problèmes sociaux, politiques, très contemporains. La difficulté, c'est qu'on voit que c'est
la dimension historique est ici une portion vraiment congrue, congrue de ces appels, ce qui est un peu Vous étrange. parlez à une historienne, donc je vous comprends bien. Merci beaucoup, Raffaella et Sylvie, pour cette présentation et la réponse que vous avez apportée aux questions. Nous allons prendre une pause d'un quart d'heure. Au niveau du temps, on est plutôt bon. Et après, on passera à la présentation des appels TIC par Basudeb. Merci.